Ok, le katana est certainement le sabre le plus connu du monde, qui aura été repris dans bon nombre d'œuvres de la pop culture, parfois pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Il est normal pour une œuvre de fiction, même juste de divertissement, de se réapproprier l'arme pour servir le spectacle. C'est d'ailleurs ce qu'on a l'habitude de faire de nos jours avec les armes à feu, dont la réalité de l'utilisation est très loin de celle d'un film de John Wick. Seulement, nous vivons dans un monde où nous sommes entourés d'armes à feu, et il est relativement facile de visiter un stand de tir pour savoir vraiment de quoi il en retourne, si ce n'est pas directement en visionnant l'un des nombreux documentaires sur l'armée ou même de youtubeurs spécialisés dans les armes à feu. Mais le katana est une arme blanche, dépassée, dont les dernières utilisations officielles seront via des variantes appelées Gunto lors de la Seconde Guerre mondiale. On est donc bien loin d'une arme dont l'utilisation va de soi et où il est facile de pouvoir affirmer ou infirmer tout ce que l'on peut entendre sur internet ou dans les mangas d'ailleurs. Ça tombe bien, je suis moi-même pratiquante depuis 4 ans d'Iaido, heureuse propriétaire de 3 Uchi-katana et d'un wakizashi, et surtout passionnée par l'histoire de l'armement et du maniement des armes japonaises. Et dans cette vidéo, je vous propose un tour d'horizon des plus gros clichés que l'on va pouvoir rencontrer sur les katanas. C'est un grand classique des mangas, notamment où on ne compte plus les personnages capables de manier un katana qui est capable de trancher des rochers et des armures comme si c'était du beurre. Des sabres tellement tranchants qu'il suffit de fendre l'air avec pour que le vent généré par le mouvement puisse lui-même être tranchant. Vous allez me dire que évidemment que c'est exagéré, mais que cela vient forcément d'un fond de vérité, et qu'au fond, le katana reste plus tranchant, comme une lame de rasoir, que par exemple une lourde épée européenne. Eh bien, le katana n'est pas une arme magique, cela reste une barre d'acier, plus ou moins bien aiguisée, et aiguisable d'ailleurs, qui ne pourra jamais transpercer un rocher qui évidemment est bien trop dense, et encore moins une armure de samouraï, qui a quand même été créée spécifiquement pour être une très bonne défense contre ce type d'arme. Alors, cela reste une arme de guerre très efficace, tout comme on peut facilement se blesser ou se tuer avec un couteau. Le katana n'est rien d'autre qu'une sorte de long couteau au final. Alors, ce que vous n'êtes pas capable de trancher avec un très bon couteau de cuisine, n'imaginez pas pouvoir le faire avec un katana. Cependant, il serait mentir de dire que le katana aurait usurpé sa réputation de sabre très tranchant. À vrai dire, de nombreux forgerons, surtout pendant l'ère Edo, commenceront une lutte acharnée pour toujours plus repousser les limites de l'arme et avoir la lame la plus tranchante qui soit. On en retrouve les traces au travers du tameshigiri, littéralement essai de coupe. C'est une pratique surtout présente lors de l'ère Edo qui visait à tester l'efficacité d'un katana ou d'un wakizashi. Durant cette période, la plupart des lames prestigieuses sont testées sur des humains, que ce soit des ennemis d'un autre clan rival ou plus simplement d'un condamné à mort. Ou parfois sur de simples passants, on appelle ça alors le tsugigiri. Le bourreau pouvait être le samouraï qui avait commandé la lame, de lui-même donc, ou bien un samouraï embauché par un daimyo ou par le gouvernement. Le corps est attaché de diverses façons, toujours pour faciliter la coupe et que le condamné, s'il est vivant, ne puisse pas se débattre. La technique la plus commune vise à attacher le corps sur un petit monticule de sable et fermement attaché à du bambou. On vient alors empiler les corps et le but du jeu, si je puis dire ainsi, va être de trancher le plus de bustes possible. Et c'est pour cela que je parle de véritables concours entre forgerons, d'autant que ces tests, tameshigiri, permettaient vraiment à une lame de considérablement voir sa valeur augmenter, si le test avait été un succès en tout cas. C'était tellement crucial que certains forgerons particulièrement zélés étaient prêts à se faire seppuku si jamais le test était un échec. Avec tout ça, le livre Kaioken Jaku, écrit en 1815 par Yamada Asaemon Yoshitoshi, faisait un classement de 180 lames avec lesquelles ce dernier a pu faire des tests de coupe, uniquement des lames de l'ère Edo d'ailleurs. Les lames ayant réussi le test de coupe étaient honorifiquement appelées Wazamono. Mais cela peut monter plus haut avec les Ryo Wazamono et surtout les légendaires Saijo O Wazamono. On parle alors des plus grands sabres réalisés dans toute l'histoire du Japon par les meilleurs forgerons. Voici par exemple un katana forgé par un forgeron légendaire, Nagasone Kotetsu. Les inscriptions incrustées d'or sur le nakago, c'est-à-dire la soie, la partie métallique cachée dans le manche, désignent les caractéristiques du test de coupe en notant entièrement la date, le nom du testeur et les résultats de coupe, respectivement en 3 colonnes. Ici, ce sabre aurait permis de couper pas moins de 4 bustes empilés.
Après, n'oublions pas que l'on parle de katanas d'exception et qui sont donc très loin des performances de sabres plus classiques, d'autant que les tests de coupe ont été effectués dans des conditions absolument parfaites pour mettre en avant les performances de la lame et sur des cibles immobiles. Autant vous dire qu'on est très loin d'une situation réelle en combat et donc on ne peut pas appliquer les résultats de ces tests à de véritables combats. On a bien fait comprendre que le katana n'était pas une arme aussi folle et surréaliste que les mangas peuvent nous le faire croire. Pourtant, une large communauté de fans se font clairement entendre sur internet en continuant d'affirmer haut et fort que le katana reste la meilleure arme blanche créée dans toute l'histoire de l'humanité. Une sorte de fanboyisme tellement ancré et agaçant que de nombreuses personnes, surtout des fans du Moyen-Âge occidental, se sont mises à sous-estimer le katana, voire même parfois à le désavouer complètement. Et depuis quelques années, dès qu'un débat éclate sur les réseaux sociaux vis-à-vis du katana et notamment de son efficacité, il y aura toujours quelqu'un pour prétendre haut et fort que le katana est une arme de mauvaise qualité, faite avec du mauvais acier. Et c'est là qu'on va parler d'un sujet sensible, le tamahagane. Comment fait-on un katana? Je vais pas vous donner tous les détails pour peut-être réserver ça dans une prochaine vidéo, mais on va voir ça globalement. Au Japon, les minerais de fer sont assez rares et le sol de l'archipel se trouve être relativement pauvre en minerais, de façon générale en tout cas. Ils ont dû donc trouver une autre solution pour trouver du fer. Heureusement, le lit des rivières peut parfois contenir du sable ferrugineux qu'on appelle en japonais satetsu. Sa composition est assez variée et sa grande présence de phosphore font que suivant le sable, il peut être plus ou moins riche en impuretés. Seulement, ce cocktail a aussi des avantages, puisqu'il peut aussi comporter beaucoup de molybdène qui, eux, empêchent la casse. Dire que le tamahagane est de mauvaise qualité, c'est aussi oublier de demander de quel tamahagane on parle, puisque celui de la province d'Izumo et d'Oki était très réputé et la plupart des lames légendaires du Japon auront eu leur fer venant de ces provinces. Pour extraire le fer du satetsu, et surtout pour réduire les impuretés, l'on va mettre ce sable dans un bas-fourneau que l'on appelle tatara. Dedans, le fer va se transformer en acier via un phénomène d'oxydoréduction à partir du carbone provenant du charbon de bois se trouvant dans le tatara. À la fin, on récupérera un bloc de kela, dont on retirera quasiment plus de la moitié pour ne garder que le précieux tamahagane qui nous servira à faire les lames. C'est pour cela qu'affirmer que le katana était une mauvaise lame à cause de l'acier utilisé n'a pas de sens, puisque cela pose en réalité beaucoup plus de questions que ça. À quel point le sable ferrugineux originel était de bonne qualité ou non? A-t-il bien été réduit dans un bas-fourneau de bonne qualité? Est-ce que c'est l'acier de qualité du tamahagane qui a été utilisé ou alors les morceaux moins nobles? Et si ce sont ces fameux morceaux moins nobles, est-ce qu'ils ont été utilisés tels quels sur la lame ou est-ce que la lame a été damassée avec un autre acier pour grandement atténuer ses défauts? Sans parler évidemment des compétences du forgeron lui-même. Et si vous pensez que toutes ces techniques ne sont réservées qu'aux meilleures lames, n'oubliez pas que durant l'ère Edo, c'est une production quasiment industrielle qui sera mise en place dans les provinces d'Oki et d'Izumo avec de très nombreux tatala et qu'il n'y aura jamais eu autant de lames exceptionnelles qu'à cette époque. Le katana n'est pas une lame exceptionnelle non plus, mais les compétences et l'inventivité des artisans japonais ont fait qu'ils ont su tirer le meilleur de ce qu'ils avaient grâce à leurs compétences et faire des généralités sur le katana, si oublier qu'il y a 1000 façons d'en créer un de plus ou moins bonne qualité. Le katana, bien que légendaire à lui tout seul de par sa popularité, est fortement associé à celui qui la manie, à savoir le fameux samouraï. Dans l'imaginaire collectif, on s'imagine facilement que le katana était l'arme par excellence de ce guerrier qui fonctionne un petit peu comme son insigne de fonction au final, avec des histoires comme quoi, si le samouraï perdait son katana ou le cassait, c'était le déshonneur sur lui et sa famille pendant 6 générations. Eh bien, désolé de vous l'apprendre, mais toute cette imagerie n'a existé que durant l'ère Edo, c'est-à-dire la période de paix, juste avant la révolution industrielle. Et je vous le donne dans le mille, durant les grandes périodes de guerre civile japonaise avec les fameux samouraïs qui se battaient entre eux pour leur seigneur, etc., même les conscrits, c'est-à-dire des paysans embauchés parfois de force dans les armées, portaient le fameux katana. Ces conscrits que l'on appelait des ashigaru, dans certaines représentations, peuvent porter le daisho, c'est-à-dire le couple du katana et du wakizashi, qui deviendra emblématique des samouraïs bien plus tard. Souvent, les ashigaru étaient équipés en fonction de la bonne volonté et de la richesse de leur daimyo, c'est-à-dire du seigneur qu'ils servent. Souvent, les ashigaru se retrouvent donc à piller les cadavres sur les champs de bataille pour s'équiper.
Et ce qui était le plus prisé, c'était pas les katanas, mais bien les armures, ils voulaient rester en vie avant tout. Mais il y avait aussi une autre raison, un peu plus insoupçonnée. Eh bien les katanas, ce n'était pas quelque chose de rare. Énormément d'Ishigaru en avaient. Tellement de sabres en circulation dans ce Japon que quand le clan Tokugawa finira grand vainqueur de la guerre civile, ils organiseront plusieurs katanagari, ou chasse au sabre, afin de notamment désarmer les paysans, les moines guerriers et n'importe quel civil qui avait encore le droit de porter le katana à cette époque. Un katanagari qui aboutira sur des édits stipulant que désormais seuls les samouraïs pourraient porter les armes et donc le katana. Au final, toute l'attention et la popularité du katana aura créé énormément de clichés pour toujours plus en rajouter sur son aura légendaire. Tellement de clichés d'ailleurs que j'en ai encore pour au moins un autre épisode. Et même certains clichés créés pour combattre d'autres clichés, si bien qu'il est vraiment devenu difficile de trier le vrai du faux. Et pour cela, il n'existe vraiment qu'un seul moyen pour être fixé, apprendre l'art de son maniement et en avoir un entre les mains.